Alors bonjour et bienvenue à Exil Culture Coordination où nous avons le grand plaisir de recevoir Nafissatou Diadiouf. Bienvenue ici à Düsseldorf. Merci. Très contente de vous avoir. Donc vous êtes écrivaine, vous êtes née à Dakar. Vous avez fait des études en France, en Angleterre, en Italie. Vous avez fait des études de commerce international, de droit commercial et d'économie. Et vous avez aussi commencé à publier dès un très jeune âge, dès 18 ans, ce qui n'est pas très courant. Maintenant, vous travaillez depuis plusieurs années déjà dans la télécommunication. Et vous avez participé à plusieurs ateliers de littérature. Vous écrivez aussi bien des nouvelles que des poèmes, que de la littérature pour jeunes. Votre premier roman, La Maison des Épices, a été publié en 2014. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas encore, vous avez votre propre maison d'édition que vous avez cofondée avec Boubacar Boris Diop et Felwine Sarr, qui sont des écrivains très importants sénégalais. Donc j'ai déjà cité quelques pays dans lesquels vous avez vécu. En général, vous avez beaucoup parcouru le monde. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ça ? Alors, déjà, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de mon parcours. Oui, les voyages et la mobilité est un peu dans nos gènes. Je suis d'ethnie poulard, qui sont des nomades à la base. Il y a évidemment très longtemps, nous sommes sédentarisés, mais je viens d'une famille aussi qui a sa tradition de voyage. Et mon père était diplomate quand j'étais petite, donc on a vécu au Ghana, en Tunisie, au Liban. Et on voyage effectivement beaucoup depuis le Sénégal, qui était notre camp de base, mais on voyageait beaucoup en Afrique et dans le monde entier. Ah oui, oui, très bien. Et ça se retrouve dans votre littérature aussi. Hein? La mobilité est un très grand thème dans votre littérature. Exactement. On va en reparler en parlant de la nouvelle que vous venez de publier, donc L'horizon de mes rêves. Généralement, à qui est-ce que votre littérature s'adresse-t-elle? Est-ce que vous voyez votre public surtout au Sénégal, en Afrique, dans le monde entier, en Europe? Est-ce que vous y pensez en écrivant? Alors, quand j'écris, je ne pense pas vraiment à mon lecteur parce que c'est déjà quelque chose qui est en moi et que j'ai envie d'exprimer. Et je suis bien consciente qu'à la fin, ce sera un écrit édité, donc publié, et donc dont je ne maîtriserai plus le parcours. Et c'est tant mieux d'ailleurs. J'aime cette idée de lâcher quelque chose dans la nature et que ce soit reçu par d'autres personnes. Le fait d'écrire dans une langue comme le français, qui est une langue qui a beaucoup de locuteurs dans le monde, ouvre de fait un panorama important. J'ai publié au Sénégal, j'ai publié en France et j'ai publié au Canada. Donc, je pense que mon lectorat peut se retrouver partout et par essence, tous ceux qui parlent français. Et j'aime l'idée aussi qu'on puisse disséminer comme ça un texte, mais aussi par-delà du texte, une culture, des éléments culturels à des personnes qui sont un peu loin géographiquement et culturellement et qui sauront recevoir aussi ce qu'on a à leur offrir. C'est très intéressant parce que les médias jouent un très grand rôle aussi dans votre écriture. Et parlant de communication et de rapprocher les cultures, évidemment, la littérature est un très bon moyen. Oui, exactement. La littérature est une œuvre solitaire, faite souvent dans l'intimité d'un bureau ou d'une chambre. Mais après, les médias sont comme une caisse de résonance et comme un passeur aussi d'idées. Parce qu'en plus d'écrire, ensuite on se retrouve dans des débats, dans des salons, dans des endroits où il peut y avoir une captation qui est ensuite publiée. Aujourd'hui, Internet est quelque chose de complètement décloisonné qui permet aux personnes qui vont nous écouter ou nous lire d'y avoir accès quel que soit l'endroit où ils sont. Donc ça fait abaisser les frontières, ça fait circuler les idées et c'est quelque chose de formidable. C'est une caisse de résonance, je trouve. Donc vous trouvez que en fait c'est ça la plus grande partie, que ça rapproche les gens? Parce que quand on regarde un peu comment les gens mènent les débats, souvent le ton monte très vite, ça peut devenir agressif, mais vous trouvez que quand même c'est surtout une chance de se rapprocher, l'Internet notamment? Oui, enfin, l'Internet, les médias, tout ça ce sont des moyens, ce sont des canaux dans lesquels passent des informations, des idées, des choses comme ça. Après on y met ce qu'on veut et on y prend aussi ce qu'on veut. Quand vous parlez de débat, moi je pense aussi au débat politique,
politique, au débat d'idées, aux essais. Mais je pense que la littérature aussi a sa place dans ce vaste canal, dans ce canal mondial qui est Internet et que sont les médias, et qui permettent justement de disséminer ceci avec une interaction ou pas, parce qu'aujourd'hui, à travers les blogs, à travers les réseaux sociaux, ça fait que les gens ne sont pas seulement passifs à recevoir des idées, mais aussi à contribuer, à contredire, à avoir une vraie interaction par les médias sociaux. Et je trouve que ça enrichit. Nous, quand on écrit, on est très seul, on est solitaire, on a nos propres idées, mais ces idées-là sont fécondées ensuite par les réactions et les contributions les autres personnes qui reçoivent nos textes. Exactement, ce vaste monde que vous citez joue un rôle central dans la nouvelle dont nous parlons, L'horizon de mes rêves, où nous rencontrons un jeune homme qui voudrait partir en Occident pour continuer ses études, qu'il a déjà commencé. Il veut les poursuivre, les approfondir, etc. Et voilà, il se retrouve donc à Dakar. Il vient de demander son visa et d'apprendre qu'on le lui a refusé. Donc un jeune homme avec un niveau d'éducation très élevé, auquel on refuse en fait justement de connaître en direct ce vaste monde. Comme vous vous connaissez très bien en économie internationale aussi, nous nous sommes demandé si les objectifs d'économie, non, pardon, de développement durable, est-ce que vous les avez rencontrés dans votre vie professionnelle et est-ce que vous pensez que ces objectifs peuvent aider des jeunes comme ce jeune homme dans votre histoire d'avoir une égalité des chances plus élevée que ce qu'on voit en ce moment et ce que vous racontez dans votre nouvelle aussi? Alors, les objectifs de développement durable ont été définis par les Nations Unies et sont censés couvrir tout le spectre du bien-être humain par domaine, hein, que ce soit la santé, l'énergie, l'éducation, le travail décent, enfin tout un spectre de choses qui sont censées donner un mieux-être au monde entier. Et c'est ça peut-être un peu le décalage, c'est qu'aujourd'hui, des pays occidentalisés sont à un stade de développement plus avancé et ont peut-être certes, les gens ont aussi des défis, les jeunes ont aussi des aspirations, mais nous ne sommes pas tous au même stade de développement, d'évolution de nos sociétés. Et je pense qu'effectivement, c'est une démarche saine, c'est une démarche constructive de mettre en place ces objectifs de développement durable. Après, à charge au pays de prendre les mesures et les lois qu'il faut pour pouvoir les mettre en œuvre. Et ensuite, au niveau sociétal, au niveau individuel, tout ça, ça doit être une continuité pour que, au niveau de ce jeune homme-là, par exemple, il puisse prétendre exactement ce à quoi peut prétendre un jeune homme du même âge d'un autre pays, de pays occidentalisés, par exemple. Donc, je pense que les défis sont importants. C'est important qu'il y ait cette volonté politique du niveau le plus élevé, Nations Unies, au niveau le plus bas, c'est-à-dire familial et individuel. Mais je pense que le chemin est encore long. Il faut qu'à chaque niveau, que chacun prenne ses responsabilités pour qu'il y ait un mieux-être international et équitable de tous les pays, quoi. Oui. Quand on parle de développement, souvent j'ai l'impression que en Occident, on pense qu'il y a une seule direction, ou bien que tous les pays du monde devraient évoluer de la même manière. Et souvent, je me demande si on peut vraiment appliquer la même idée à tous les pays. Comment est-ce qu'on reçoit ça? Par exemple, au Sénégal, est-ce que les gens ont leurs propres idées sur la direction dans laquelle ils veulent emmener leur pays? Ou comment vous ressentez ça? Bien sûr. Je pense qu'on ne peut pas plaquer des modèles de développement. C'est quelque chose qui a marché en Allemagne, ne marchera pas forcément au Niger. Quelque chose qui a marché aux États-Unis ne marche pas forcément en Malaisie. Il y a des contextes qui sont divers, notamment des contextes historiques, des contextes culturels, des ressources qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, des forces qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Et c'est très compliqué. Aujourd'hui, on a des institutions internationales qui veulent mettre en place des règles universelles, mais ces règles universelles, d'abord, sont déterminées par l'Occident, avec des modèles qui ont peut-être réussi pour elles, mais qui ne réussissent pas forcément pour tout le monde. Et ensuite, vient souvent en contradiction avec des cultures et des valeurs qui sont différentes. Donc, je pense que chaque
pays, chaque aire géographique doit inventer son modèle de développement qui lui est pertinent, qui n'est pas forcément sur les grands chiffres, les grands agrégats dont on parle, PIB, qui sont plutôt économiques et financiers, mais qui doivent aussi prendre en compte le bien-être social et sociétal des personnes. Aujourd'hui, on parle plus d'indices de développement humain. Pour moi, c'est plus un critère de bien-être des personnes et des sociétés qui doit primer plutôt que développer le PIB qui parfois ne profite pas toujours aux personnes. Ouais, voilà, ça ouais. profite aux États, aux sociétés, aux grandes entreprises. Parfois, ça profite aussi aux grands groupes internationaux qui sont installés dans nos pays. Mais aujourd'hui, ce qui importe aussi, c'est le bien-être des familles, des personnes et des individus. Oui, oui. En ce moment, tout le monde parle de durabilité. C'est très important, évidemment, à tous les niveaux. Est-ce que vous retrouvez ça aussi dans la politique locale? Quel rôle est-ce que cette idée de durabilité joue là-bas à Dakar, au Sénégal? Est-ce que peut-être même que l'Allemagne pourrait apprendre quelque chose du Sénégal? Est-ce qu'il y a d'autres stratagèmes de mettre en place la durabilité là-bas? Alors, encore une fois, on est à des stades différents d'évolution et pourtant nous sommes sur une même planète et nous subissons tous les mêmes effets de cette, par exemple, du réchauffement planétaire, si je dois prendre cet exemple-là. Aujourd'hui, le tissu industriel, par exemple, au Sénégal n'est pas très développé et pourtant, on souffre d'érosion des côtes, on souffre de sécheresse chronique, des choses pour lesquelles les personnes souffrent alors qu'elles n'ont pas contribué à ceci. Il y a pourtant des initiatives locales. Je ne suis pas sûre qu'on puisse cette fois aussi plaquer un modèle ou des initiatives d'un pays à l'autre. Par exemple, le Sénégal, je sais qu'il développe toute l'énergie, qui commence à se développer l'énergie solaire, parce qu'on a un pays qui bénéficie de beaucoup d'ensoleillement, et ce qu'il n'y a pas forcément en Allemagne. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut comme on dit, penser global et agir local. Penser global, penser à la planète, penser à que chaque initiative peut avoir un impact positif ou négatif sur la planète, mais selon ses propres ressources, selon ses possibilités dans les pays, faire ce qu'on peut faire. J'ai pris l'exemple des panneaux solaires, mais il y a aussi des projets, par exemple, de désalinisation de l'eau qui permettent ensuite, puisqu'on a beaucoup de sécheresse, pour permettre ensuite d'arroser les plantes ou peut-être même que ça se fasse de façon satisfaisante pour donner aux populations, aux animaux, etc. Donc, ce sont des initiatives locales pour la planète, mais à l'échelle locale. Oui. Et est-ce que vous avez l'impression qu'en Afrique, on observe un peu aussi les erreurs que l'Occident a commises, surtout sur le plan écologique, dans le passé, et qu'on se dit, ah, on ne va pas faire la même chose? Ou bien est-ce que pour le moment, il est plus important d'arriver à un certain stade de développement, si on veut l'appeler comme ça? Je pense que c'est un principe de réalisme. La révolution industrielle a eu lieu au 19e siècle et depuis, ça a permis aux sociétés occidentales de faire un bond considérable dans l'industrialisation, mais aussi dans le bien-être des populations. Aujourd'hui, nous, en Afrique, on n'a pas suivi ce stade-là et on a besoin aussi de se développer, malheureusement avec des industries fossiles souvent, malheureusement avec des choses qui ne sont pas très bonnes pour la planète. Donc, on est bien conscient que c'est important, mais par réalisme, on a besoin aussi d'avancer sur notre processus de développement. Donc, c'est ça un peu toute la difficulté de l'exercice, être bien conscient et bien conscient d'abord de notre contribution attendue, être bien conscient aussi qu'on subit ces effets de dérégulation du climat. Mais en même temps, on a besoin de continuer à développer une industrie, on a besoin de mettre en place des services qui parfois sont polluants. Donc, voilà, c'est un exercice difficile des autorités, mais je pense qu'il faut regarder les choses de façon réaliste et pouvoir continuer ce chemin de développement tout en préservant le mieux qu'on peut notre planète. Oui, oui. Alors, dans cette histoire, ce jeune homme, quand il raconte l'horizon de mes rêves, il dit que c'est tellement paradoxal parce que ses grands-pères, ses grandes-mères ont été forcés de quitter l'endroit où ils vivaient, où ils voulaient rester, pour servir dans des guerres qui n'étaient pas leurs, pour être des esclaves sur un autre
continent. Et les petits-enfants, maintenant, on les empêche de quitter le pays, alors qu'ils voudraient bien courir la planète et découvrir d'autres mondes. Tout ça, ce sont des effets, évidemment, du colonialisme qu'on voit jusqu'à présent. Est-ce que vous voyez ça beaucoup dans la vie quotidienne des jeunes? Est-ce que vous voyez comment ils se débrouillent avec ces obstacles et quelle chance est-ce qu'il y a pour eux aussi? Oui, d'abord, je dois dire que c'est une grande incompréhension de leur part parce que eux, ils connaissent l'histoire. Cette histoire qui est niée, qui est oubliée par les anciennes puissances coloniales, au motif que ce n'était pas eux, ils n'étaient pas là. Ces jeunes-là savent que l'Afrique, et parfois même dans leur famille, ont été victimes de cet esclavage-là, de la colonisation, que leurs grands-parents, grands-pères, souvent ont servi les puissances coloniales dans la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale et ne comprennent pas. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de redevabilité, c'est une question juste de... on voudrait être maître de nos mouvements et maître de notre destin. Déjà, on n'a pas à décider pour nous de venir d'un point A à un point B ou de rester à un point A de façon comme si on était assigné. Donc voilà, il y a cette grande incompréhension de quand est-ce qu'on pourra décider par nous-mêmes de nos destins, que ce soit au niveau politique et économique, où on parlait tout à l'heure des grandes institutions, où ce sont des programmes qui sont dictés, voire plaqués, ou que ce soit au niveau individuel, où un jeune homme qui étudie et qui veut se spécialiser dans un tel endroit où il y a cette spécialité ne peut pas y aller parce qu'on le soupçonne d'immigrer pour des mauvaises raisons alors qu'il n'a pas forcément envie de s'y fixer, mais aller chercher un savoir ou même sillonner le monde comme le ferait n'importe quel jeune de cet âge-là. Donc voilà, il y a ce décalage-là et cette incompréhension-là qui amène à une frustration, qui amène à des choses assez dramatiques, très dramatiques, comme l'immigration clandestine, comme aussi de la délinquance, parce qu'ils sont impuissants. Donc aujourd'hui, c'est une... Et puis ce grand paradoxe-là, c'est aussi que l'Afrique a une population jeune, pleine d'énergie, pleine de ressources, pleine d'envie de faire des choses bien, versus une population vieillissante dans d'autres continents. Et si on les met sous cloche, eh bien, ça va imploser à un moment. Et ces pays occidentaux où il y a une population vieillissante, donc pas forcément de main-d'œuvre pour travailler, à un moment, ils vont en avoir besoin. Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas ce qui va se passer dans 30 ans, dans 50 ans. Il faut libérer les personnes, les énergies, les envies. Il faut laisser circuler les gens, quoi. Exactement. Alors, est-ce que vous avez un message pour nos jeunes ici? Un message à votre public ici en Europe aussi? Déjà, connaître l'histoire. L'histoire n'est pas facile toujours, il faut regarder l'histoire en face. Connaître le monde, connaître les autres cultures, parce que c'est toujours plus enrichissant que d'être sur ses certitudes ou de se regarder dans un miroir entre nous. Le monde est vaste, le monde est plein de cultures, on est tous des humains, on a tous cette commune humanité et ces différences culturelles qui ne demandent qu'à être mises en commun. Donc, je sais que les Allemands sont de grands voyageurs. Moi, j'en vois beaucoup dans des pays où je vais. Et bien, il faudrait qu'ils aillent un peu plus loin encore, découvrir d'autres contrées, ne pas avoir peur de la différence. Je pense que, de toute façon, les enfants et les jeunes n'ont pas peur de la différence. C'est devenu adulte et une fois qu'on a certaines certitudes, voire quand on est influencé par des médias qui nous montrent des côtés sombres de certains endroits, quand je pense à l'Afrique, on parle beaucoup de famine, de guerre, de sida, etc. Ce n'est pas ça l'Afrique que je vis. Ce n'est pas ça. C'est une Afrique pleine d'énergie, pleine d'idées, pleine d'inventivité, culturellement très riche. Et c'est aller au contact de l'autre et laisser les autres aussi venir à notre contact. On est sur une seule planète, en fait. Exactement, la commune humanité. Merci beaucoup pour ce message, Nafissatou Dia Diouf. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et essayez de mettre la main sur cette nouvelle très intéressante, l'horizon de mes rêves, ça vaut le coup. Merci beaucoup. Merci.